J'ai fait 20 ans de travaux insalubres de soudure. Et c'est des travaux qui étaient un peu rémunérés par le risque de santé, quoi, le risque d'absorber au niveau respiratoire, parce que les fumées, tout ça. Mais moi, je crois que je suis tombé à une bonne époque, parce qu'on pouvait se protéger. On avait des aspirations importantes. Oui. On avait des tabliers conséquents, des tabliers qui arrêtaient les rayons, comme dans les radios. Et qu'est-ce que j'avais encore? Les gants métalliques. Il fallait les gants métalliques pour sortir les pièces à bout de bras, là, avec les pinces et leur passer la main sous le bout. J'avais travaillé au clé à molette, en équipe aussi. Les clés à molette. Les clés à molette étaient en 4 dimensions, 150, 200, 250 et 300. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai une petite comme ça. Ça, c'est une 250. Oui. Ça m'est fait la clé à molette. Et on était aux pièces. Mais ça venait compenser le manque de charge en tant qu'armement. Des étaux, des clés à molette, des mandrines, on etc. n'a pas trop parlé, moi je ne les ai pas faites, mais les brouettes. Avant que je rentre, là, ils faisaient des brouettes. Les brouettes, oui. Des brouettes, oui. Et ils les vendaient aussi, les brouettes. Et les cacahuètes, mais les cacahuètes, j'ai pas vu les faire non plus. J'ai vu l'appareillage. Les cacahuètes, c'était les balles en bois, des balles en bois, mais tout à fait. Au début, moi j'en ai vu quelques-unes qui traînaient à la menuiserie, mais c'était ce qui maintenant les balles à blanc sont en caoutchouc. À l'époque, elles étaient en bois. Et elles étaient faites à la mat, à la menuiserie. Il y avait des tours, j'avais vu les machines, c'était des tours revolver. En barreur, avec des barres de bois. Ouais. Et ça crachait, là, ce qui paraît qu'ils en faisaient. Alors c'était pour les tirs à blanc, ouais. Il y a eu ça, les mandarines de tour. Les mandarines de tour aussi. Il y avait 3 dimensions aussi dans les mandarines de tour. Oui. Mandarines de tour. Tous les équipements qui pouvaient servir, disons, à la fabrication. C'était des commandes. Ou des commandes. Ah, c'était des commandes. Justement, ça faisait partie de la même époque des compensations, de l'armement. Aujourd'hui, quand il manque de charge, les entreprises, ils virent les gens. Voilà, c'est ça. À l'époque, ils cherchaient à les occuper. C'est ça, ils cherchaient un produit annexe. Voilà. En 1948, le 1er juin, après un stage de 3 mois, un stage accéléré de limeur. Je suis sorti en catégorie 4 comme limeur. Avec un stage de 3 mois, oui. Et après, alors là, de limeur, en 63, je suis parti faire un stage à l'Institut national de soudure à Porte-la-Chapelle, à Paris. Pareil, un stage assez court pour la soudure. Et en 65, j'ai passé mon essai de soudeur à l'Arc et en catégorie 5. Donc tu as passé professionnel. Alors, voilà. Mais catégorie 5, qu'est-ce que ça signifie? Professionnel. Ça a attendu un moment là, pour passer de 5 en 6. Bien plus de 12-13 ans. Et après, 4 ans après peut-être, j'ai passé en catégorie 7 au choix. J'étais quand même soudeur tout métaux, toute position, tout métaux. J'ai fait 20 ans de travaux insalubres de soudure. Il faut dire que la Manu vivait pratiquement en autarcie. On avait nos maçons, on avait nos peintres, on avait nos chauffagistes, nos plombiers, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, on savait tout faire. Il y avait même des jardiniers. Pourquoi pas? Mais cela, dans ces genres de professions,
la manufacture, l'apprentissage, on ne les formait pas. Hein. On ne formait que des tourneurs ou des fraiseurs, des usineurs. Quoi. Mais comme les spécialités de laboratoire, même le GIAT en formait très peu. Dans les promotions, il y avait 2-3 gars qui étaient formés pour le labo, et ils tombaient, mais il a bien fallu à un moment donné faire un recrutement latéral, par nécessité, si vous voulez, pour avoir des spécialistes qu'on ne formait pas ou plus. Oui, mais en fait, il y avait quand même deux clans, si vous voulez, hein. En gros, puisque vous avez parlé de cette rencontre entre les personnels recrutés, recrutement latéral, et le recrutement direct, c'est-à-dire par les écoles. Les gens issus des écoles, en général, étaient placés dans les ateliers dits centraux, c'est-à-dire là où étaient fabriqués tous les outillages nécessaires à la fabrication. Plus des gens qui s'étaient qualifiés, par exemple, des électriciens, des électroniciens, des spécialistes en, comment ça s'appelle, en laboratoire. Aussi, oui. Donc des activités professionnelles un peu parallèles, n'étant pas forcément liées à la fabrication, oui, mais pas partie prenante dans la fabrication. Donc les anciens apprentis passaient déjà donc dans ces ateliers dits centraux, ateliers de préparation, et certains étaient ensuite dirigés vers la fabrication pour justement mettre au point les opérations qu'a décrites Jean tout à l'heure, parce qu'eux avaient les capacités de régler les machines et d'instruire l'opérateur sur le travail qu'il avait à faire. Mon père travaillait à la Manu. Il était plâtrier peintre à la Manu. Et il travaille d'abord chez un particulier à Tulle, chez Combreau. Et après, il est rentré à la Manu. Et il a fini à la Manu. Et je te dis, on habitait à Birvial, le camp de Birvial. Parce que ça appartenait à la Manu. Après, ils l'ont vendu à la ville de Tulle. Moi, j'ai connu les commandes numériques, ce qu'on appelle les commandes numériques, les CN, ce qu'ils appellent vulgairement. Mais j'ai connu aussi celle à courroie. Où tu as toute la courroie qui traverse l'atelier. Où tu as un gars qui était spécialiste du graissage des courroies. Moi, j'ai connu ça au 50, là, au 53. Je rectifiais les vérificateurs qu'ils amenaient en chaîne quand ils faisaient les PM et tout le bordel, les FAMAS. Je faisais les trucs pour vérifier si les pièces étaient bonnes, si c'était mieux, tu vois. J'ai travaillé 22 ans à plus ou moins de microns. J'ai perdu la vue, peut-être, mais c'est pas étonnant. Eh oui. D'ailleurs, l'atelier où j'étais, appareillage et précision, ça s'appelait la CAP. Je me suis retrouvé avec un autre chef d'équipe et avec des ingénieurs autour qui étaient des ingénieurs venant du civil, puisqu'il y a eu l'embauche des civils là, et ils avaient des méthodes qui étaient un peu différentes de celles de nos anciens pipeaux, polytechniciens, plus les gens de la base, c'est-à-dire les ingénieurs de Manu. Oui. Et ils voulaient faire, et là je me suis révolté un peu, et alors j'ai été muté. Ils voulaient me faire à une époque, pour les gens qui sortaient de l'apprentissage comme nous, anciens apprentis, qui avaient les notions et qui savions faire des pièces sans avoir de plan de préparation, me faire des micros, des préparations des micro-gammes. Moi j'ai dit non, moi je ne fais pas de micro-gammes pour mes collègues d'apprentissage qui savent travailler, on n'a pas besoin de ça. Alors ça a été reporté au chef supérieur. C'est des petites gammes comme quoi il fallait prendre la pièce comme ça, voilà, comme ça et faire. Alors moi j'ai dit non, là les apprentis ils n'ont pas besoin de ça. Microgramme, c'est un petit microprocess. Oui. Ouais. Donc le chef l'a reporté. Barrière. De Michel Barrière. Qui venait lui aussi de l'extérieur. Et alors moi j'ai dit non, je ne ferai pas ça.
Tu me donnes notre boulot, mais moi je ne veux pas faire ça. Tu te démerdes, moi je ne veux pas en entendre parler. Alors il a voulu me dire, je sais pas, au chef. Et le chef m'a appelé dans le bureau en me disant, mais M. Barou, vous ne plaisez pas au bureau de fabrication? J'ai dit si. Mais ce que vous me donnez à faire, moi je ne veux pas le faire parce que c'est comme ça et comme ça. Mais si vous n'êtes pas content, il faut demander votre mutation. J'ai dit non, je ne demanderai pas ma mutation. Si vous avez plus besoin de moi, vous me mutez. Et c'est ce qu'ils m'ont muté. Il faut bien dire qu'à la Manu, il y avait quand même un gars qui faisait tout ce qui était habillement et housse et tout ça. Là. Donc il était comme Tchal, comme on disait. Un bourlier, il y avait un bourlier. Il y avait des menuisiers. Oui, il y a eu beaucoup de menuisiers. Il y avait de la menuiserie, il y avait des gars qui faisaient des caisses, mais avant les caisses, peut-être ils avaient fait les roues de brouette ou la brouette complète. Hein. Des chambres à coucher, on nous a dit aussi. Oui, même des meubles, il y en a eu des meubles. Oui, oui. Des meubles. Des forgerons. Il y avait des forgerons. Il y avait des forgerons, oui. Et ça, c'était pour l'industrie armurière quand même, les forgerons. Mais il y a peut-être à une époque, les clés à molette, je ne sais pas si elles n'étaient pas forgées. Ah ben si, c'est forgé les clés à molette, oui, absolument. Oui. Mais c'est forgé, il y a même le sigle mat dessus. Et on les reconnaît bien parce que c'est marqué mat. Alors, il y avait, à l'époque, il y avait tout, il y avait les forgerons. Il y avait la fonderie était juste à côté, c'était pas eux, mais ça faisait partie du bâtiment, c'était dans les bâtiments. Hein. La fonderie était là. On avait une imprimerie, on imprimait nos documents. Il y avait un bourlier qui faisait tout ce qui était housse, parce que une arme de moyen calibre, pour l'alimenter, il faut un couloir souple qui relie la caisse où on met les munitions et l'arme. Donc ça se fait par un couloir souple. C'est des éléments métalliques qui sont assemblés de manière semi-mobile, on va dire, pour que ça puisse se déformer. C'était multiple. Et c'était enroulé, cette housse, elle était comment dire, gainée par une enveloppe en cuir. Et donc les enveloppes en cuir, ça se faisait, c'était le bourlier de la Manu qui les faisait. Et il y avait une équipe de presse qui faisait que de l'appareillage pour les presses, pour faire les maillons, tout ce qui tient les armes, là, tout ce qui tient les munitions, là, c'était tout fabriqué. C'est dans de la tôle, c'est embouti, c'est coupé, c'est découpé, c'est enserti, tout était fait. Il y avait un horloger. Il y avait un horloger. Toutes les pendules de pointage, eh ben, il fallait les réparer quand elles étaient en panne. Donc il y avait un horloger, un ou deux, je ne sais pas combien. Il y en a pas au moins. Il y en a un qui réparait les comparateurs aussi, ben, c'était lui. C'est le même. Les montres un comparateur, c'est une espèce d'instrument pour contrôler de mesure, enfin de mesure par comparaison. Il y a une touche ou une touche verticale ou horizontale et des petits pignons qui nous donnent le centième par une variation toute petite mais qui est répercutée et assez grande sur le cadran. Alors 1 centième, 2 centièmes. Jusqu'à 1, 2, 3 mm, ça dépendait. Et donc c'était l'horloger qui réparait tout ça. Et il y avait un qui gravait aussi, pour faire les poinçons, pour faire les... Oui, les graveurs de matrice, oui. Delors était graveur de matrice quand il est sorti les poinçons pour les chiffres, les lettres et tout ça. Et il y avait aussi les matrices, il y avait des endroits où il fallait les graver. C'était minutieux. Il y avait un graveur, il y avait plusieurs. Oui, il y en avait plusieurs. Même une infirmerie. Alors, je suis rentré ici en 1982 pour remplir les fonctions de médecin de la Manu. Enfin, maths si on veut. Parce qu'il y a 3 périodes qu'il faut bien noter. 82-90, 90-95, plan social. Et après, on est été du ministère du travail, droit commun. Voilà. Donc, je peux dire que de 1982 à 90, j'ai exercé tous les modes de médecine. La médecine de soins, les gens statutairement, ils avaient le droit de venir nous consulter. J'étais un médecin traitant, l'équivalent du médecin traitant. C'était leur statut, il n'y avait aucun problème que cela. Mais sous réserve de dépendre du ministère de la Défense. Moi, j'en faisais partie également, donc ça posait aucun problème. Les visites médicales de départ, ça c'est moi un peu qui ai institué. Je tenais absolument que les gens partent avec quand même un petit dossier médical et surtout une forme de fiche de poste qui devait être d'ailleurs signée par le chef d'établissement pour voir les expositions. Et que cette personne qui s'en allait comme ça à la retraite
puisse continuer à se faire suivre, étant donné qu'il y a des affections qui apparaissent longtemps après, et qu'il est quand même préférable de les prévenir que de les, voilà, que d'arriver trop tard. Donc le but, c'est d'adapter l'outil de travail à l'homme et non pas l'inverse. D'accord? Ça. Bon, après, voilà. Ensuite, je faisais, donc ça, c'est tout ce qui est l'équivalent à médecine du travail, si vous voulez. Après, il y avait la médecine d'expertise, l'équivalent du médecin de la sécurité sociale. C'est-à-dire que les accidents de travail, on les gérait, soit dès le départ, soit un accident de trajet et autres, c'était géré, mais c'est moi qui devais fixer, en cas de séquelles, ce qu'on appelle le taux d'IPP. Mais il y avait des accidents de travail, mais des accidents graves, je crois que j'en ai eu 2, graves. Ils sont toujours là, mais enfin, bon, il y a des séquelles lourdes. On a demandé aux chefs d'atelier ou autres, chaque fois qu'il y avait un incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves, qui n'a rien eu, mais c'était un incident. Et à force de centraliser tous les accidents, ça permettait de voir quand même qu'il y avait quelque chose à faire. Accident, je veux bien, il y a une enquête systématique après un accident, mais également le registre des incidents. Et ça, je pense, c'est une portée importante, voilà, dans le système qui a permis d'éviter des accidents. En fait, il y a eu la mise en place des écrans, ça n'a pas été simple. Parce que quand on prenait au secrétaire leur machine à écrire, c'était oula, quelle est la bête là, c'était gros, c'était oula. Ça a été vraiment maintenant à dire à une personne, on vous remet votre machine à écrire, je ne sais pas si ça passerait bien, mais ça a été difficile. Hein. Je suis très fier quand même d'avoir fait faire quelque chose, parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu traîner tous ces produits un peu de partout, si on n'a pas eu Toulouse, c'est qu'on n'a pas voulu l'avoir, mais alors à force quand même on a fait un atelier de stockage et j'ai été aidé dans l'histoire, et c'est un pharmacien qui est là d'ailleurs, à Tulle, qui faisait son service. Je lui ai dit, mon pote, je ne sais pas ce que tu viens faire là, mais tu vas travailler, tu vas me recenser tous les produits qui ont été utilisés à la Manu, tous les produits. Les ateliers de traitement thermique, là aussi c'était beau à voir, hein, mais ça se faisait, mais c'est quand même un endroit qui est quand même assez difficile. Il faisait de la trempe à l'huile, de la trempe à l'eau, et ce sont les canons dans des stockages, et surtout on utilisait énormément de produits. On en a recensé plus de 1000 produits. Voilà. Il faut savoir qu'on avait aussi des pompiers comme moyen de sécurité, des secouristes, j'ai oublié peut-être, c'est le moment peut-être de le dire, formés par nos soins, hein, d'abord en gestes élémentaires de survie et avec des spécificités de la maison. Je me suis occupé aussi des mises en conformité de machines, ainsi que le traitement de tous les problèmes qui étaient liés à l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, puisque c'était quelque chose quand même qui était aussi bien ancré, hein, le CHSCT à l'époque était bien implanté, implanté de façon normale j'allais dire, mais surtout faisait un très très gros boulot, avec ce souci de la santé des gens qui étaient aux machines, quoi. Donc c'est passé par, c'était un petit peu tout, c'était des sécurités à mettre sur les machines, c'était des aspirations de vapeur d'huile sur certains secteurs, comme le décolletage, hein, qui était je crois que ça s'appelait, c'était l'atelier 53 à l'époque, ce qui est aujourd'hui, le seul qui existe aujourd'hui, c'est où il y a Nexter. Il y a eu aussi au moment où on a travaillé sur des systèmes de freinage des aspirations d'amiante, parce qu'il y avait de l'usinage, donc aspiration de poussière d'amiante. Il y avait sur les presses aussi, on a beaucoup travaillé sur la mise en conformité des presses, la sécurité des presses, puisqu'il y avait eu accident même. Alors, je travaillais au service comptabilité, un service comme le nôtre. Il n'y avait pas beaucoup de responsabilités, c'était pas très... Enfin, moi, je trouvais que c'était pas très passionnant. J'étais au service du personnel.
C'était un peu plus varié quand même, puisqu'on s'occupait des personnes, quoi, des ouvriers. Quand je suis rentrée, c'est la comptabilité industrielle. Puis il y avait la comptabilité industrielle, la comptabilité matière, qui achetait les matières pour fabriquer des armes. Et il y avait le service des crédits, donc le crédit qui était alloué à la manufacture, enfin aux établissements d'État pour effectuer les divers travaux. Donc j'étais au service des crédits. Il s'était créé un service informatique, je pense, au début des années 70, tu vois. Et il y avait M. Chabanol qui avait fait venir des intervenants de Paris pour nous initier un petit peu à l'informatique. On y était, je ne sais pas, une vingtaine de personnes. Et du fait de ce stage qui avait eu lieu à la Manu, j'ai pu passer le concours de secrétaire administratif avec option informatique. Et comme j'avais une note correcte en informatique, j'étais programmeur. Et ça, c'était en début des années 80, un truc comme ça. Je me suis trouvée avec une, combien vous étiez au BF, une cinquantaine, 50-60 techniciens. Alors je me faisais siffler en entrant à BF, c'était systématiquement le bureau de fabrication avec tous ces messieurs, tous les matins, j'avais droit au sifflet. J'avais 18 ans ou 19 ans, c'était, ouais, mais c'était gentil. Ça, je m'y suis beaucoup plu, c'était très sympa, ils étaient gentils, là, les messieurs. C'est vrai que j'ai vécu toujours dans un milieu pratiquement masculin, en dominante masculin, j'ai jamais eu de soucis avec les messieurs. Mais enfin, je reconnais que les femmes, on était moins bien lotis quand même, parce qu'il y a quand même, il faut bien dire, les hommes sont misogynes, hein, quand même, il faut dire. Ah si, je parle des collègues d'égal à égal, des fois, ça n'a pas été, non, les personnels que j'avais avec moi, j'ai jamais eu à me plaindre, c'est vrai que ça a toujours été sensationnel. Mais il a fallu jouer des coups pour le fameux Transtoker, là ça a été laborieux. Ça devait être dans les années 90, oui, à peu près 90. Ouais. C'était un tunnel, tu vois, avec des tiroirs et un robot qui allait chercher et qui plaçait. Le Transtoker, ça a été la révolution. Tous les emplacements ont été gérés par informatique. Alors là, c'est tout le matériel, il a fallu éliminer déjà ce qu'on ne voulait plus, éliminer les stocks qui ne dormaient plus, puis on a déménagé dans ces fameux Transtoker où on gérait les emplacements. Alors on rentrait les articles, on leur donnait une adresse, et on les mettait là où il y avait de la place. Ça veut dire qu'on gérait des emplacements. C'était... on ne savait pas où était le matériel. Disons, on appelait, voilà, on pianotait pour récupérer notre matériel. Quand le parc à métaux a été démoli, le Transtoker, alors ça a été une fortune qui a passé à la poubelle, là, parce que là, franchement... Même pas 10 ans de fonctionnement. Ah oui, même pas 10 ans. Ça a été... pourtant, c'était bien, c'était bien, ce système. Hein. Je peux vous dire que là, quand on voit ça... Quand on voit ça, ça a été... c'est le gâchis. Ça a été le gâchis. Quand on sortait de l'école, tout le monde partait à l'atelier central, une année. Et après, ça faisait un roulement et puis ça se dispatchait dans les autres services en fonction des capacités, des appréciations. Et j'ai peut-être eu la chance, je me dis j'ai eu la chance pour moi d'avoir un chef qui a compris que la mécanique et moi, j'avais peur de la machine, j'avais peur de cette fraiseuse, quand ça tournait vite, j'avais peur, enfin, bref, j'avais pas de force, il fallait toujours quelqu'un m'aide à démonter tout, enfin, il a compris que c'était pas fait pour moi, il s'est dit, je m'imagine si j'étais dans un atelier de couture, avec que des femmes, ça serait peut-être compliqué. Et pourtant, tout le monde était super sympa, parce qu'il y avait cette solidarité, cette entraide, c'est vrai que tout le monde a toujours aidé, les gars ont toujours été super sympas. Donc c'est là qu'il m'a proposé d'aller travailler dans un atelier d'électronique. C'est vrai que j'étais assise à un poste, j'ai appris à faire du câblage, de la soudure, des circuits imprimés. Je m'y suis plu. Bon, l'ambiance, ça a été. Bon, c'était des fois un peu compliqué parce qu'il y avait que des hommes. Quand on a 20 ans, travailler avec des hommes, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours des gens qui se font des films. J'avais eu quelques petits soucis, mais bon. J'y ai passé pas mal d'années, et puis un jour on m'a contacté parce qu'ils cherchaient quelqu'un au niveau du bureau d'études du soutien logistique pour faire de la gestion, secrétariat, enfin un peu de tout. Et puis c'était une remise en question, j'avais envie de voir autre chose. Donc je suis partie et je crois que c'est l'endroit où j'ai passé de très très belles années.
Il y avait des visiteurs qui venaient. Puis moi, je me souviens, j'étais la fraiseuse pratiquement en face de l'entrée. On s'est jamais croisé à l'atelier. Mais si. Ah non, t'es parti quand je suis arrivée. C'était un roman. T'es parti quand je suis arrivée. Tout le monde autour de ça tournait. Et les visiteurs, ils disaient, mais c'est une fille que vous avez là-bas. C'est pas possible. Alors, je mettais des gros nœuds dans les cheveux. Alors, j'étais en vêtements de travail, chaussures de sécurité, je mettais des nœuds dans les cheveux. Bon, des fois, il fallait mettre la casquette, mais je me rappelle, j'ai dit, attendez, je vais leur montrer si je suis une fille. Je suis une fille, moi. Alors, je mettais des gros nœuds, des foulards avec des nœuds et tout dans les cheveux. À l'atelier, c'était. Mais une fille, oui. Une fois, ils m'ont mis des souris dans la machine, dans les rainures de la machine, parce que dans l'atelier, c'est vrai qu'il y avait des fois des petites souris. Et bien, ils m'avaient mis des petites souris dans les rainures de la machine. Alors moi, j'ai dit, non, il est hors de question, je ne travaille pas tant qu'il y a ça dans ma machine. Ils avaient mis un camembert dans la tête de fraiseuse. Oui, oh là là, tu te rappelles. De Chastanet. Et qui n'aimait pas le fromage. Et qui n'aimait pas le fromage. Et alors, après, un casse-croûte, parce qu'avant l'été, on avait toujours pour tradition de faire un casse-croûte à l'atelier. Et on est rentré en août ou septembre, et puis il y avait des restes du casse-croûte, il restait un vieux camembert. Et un collègue, bien intentionné, a démonté la plaque de la tête de la machine et a mis le camembert dans le rouage de la machine. Et quand il a démarré la machine, alors, c'était une horreur. Et les personnes-là n'aimaient pas le fromage. Là, ils ont failli se battre. Ah oui, là, ils ont failli se battre. Mais c'est vrai que c'était dégueu. Il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu les premières machines numériques. Oui, aussi après. Et ils ont mis les gars sur les machines et numériques. nous, on était sur le traditionnel, ils ne voulaient pas nous y mettre. Alors c'était le béaba du numérique, enfin le béaba. Oui, mais c'était des bisous, c'était des bisous. Et nous, on est resté sur du traditionnel. Et donc là, on aimait évoluer aussi. Donc là, déjà, ça. Les filles, il fallait pas leur donner des choses trop compliquées. Choisir entre un gars et une fille. Ah là, il faut se battre. Là, par contre, là, je pense que le gars passe plus facilement que la fille. Oui, ah oui, chez nous, oui. Ah oui, tous les arguments sont bons, le côté macho ressort. Des femmes, tu ne vas pas comparer ton travail. On est que des femmes, bien sûr. On est que des femmes. Mais bon, non, nous, il faut pas qu'on se plaigne. Ah, moi, on l'a dit il n'y a pas longtemps, on m'a dit, tu ne vas quand même pas te comparer à Nicolas. Oui. On a postulé sur le même truc, c'est lui qui l'a eu, pas moi. On m'a dit ça, tu ne vas quand même pas te comparer à Nicolas. Ah, mais non, tu m'en remets, hein. Moi, je m'en remets. Notre ancien chef, quand il nous a c'est M. Dolac. Quand il nous a recruté, notre ancien chef, on était 4 filles à la PAO, il en avait pris assez parce qu'il dit de toute façon, entre elles et leurs gosses, elles sont toujours malades. Tu te souviens? On s'était dit, allez, on sautait parce qu'on avait des enfants petits à l'époque. Mais finalement, on n'est jamais malade. C'est toujours les garçons qui sont malades. C'est vrai, mais plus grand chez nous, dans le bureau, c'est les gars qui sont malades. Moi, je suis même garde d'enfants malades, ils ont regarde, ils sont toujours enrhumés. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. C'est des petites choses fragiles. C'est des petites choses fragiles. Moi, les gars, j'ai eu une réflexion qui me disait des fois, mais toi, heureusement que tu as l'apparence d'une fille parce que tu es comme nous. Non, mais oui, je suis comme nous. Non, mais on s'entend bien. Tu es comme nous, bah oui, je suis comme vous. J'ai été un peu fraiseur, pas longtemps, après j'étais tourneur. Mais après j'étais rectifiant. Je suis revenu à l'atelier dit central, où il y avait 90% de professionnels, même presque tous des professionnels. Et puis bon, c'est devenu un boulot quasi artisanal, quoi. Que ce soit en fraisage, en tournage, en rectifiage, en rectification. C'était du boulot, on savait travailler entre guillemets. Et après à la métrologie. Et voilà, et petit à petit. Et puis j'ai finalement fini à la photocopie. On photocopiait, il y avait beaucoup de boulot, enfin il y avait beaucoup de boulot. L'usine photocopiait beaucoup de papier, que ce soit du 21-27 ou du 2x3. Et toute la journée, les photocopiades. Donc mais c'était quand même cool. C'était pas c'était la photocopie. Les meilleurs moments d'ouvrier, en tout cas, que j'ai passé,
c'est les dernières années de ma vie à la Manu. Vraiment, je faisais un boulot qui m'intéressait, et pour lequel je me suis investi avec Daniel Soleil-Avou, qui m'a formé à ce métier-là, de monteur, essayeur, testeur d'armement. Enfin, c'était... voilà. J'y voyais que de la mécanique, c'était des armes, mais voilà, ce boulot au montage avec Daniel Soleil-Avou, je voulais absolument parler de ce garçon-là. Lui, il m'a donné envie de travailler, il m'a donné envie de bien travailler, et ouais, c'était chouette de bosser avec lui, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que je suis parti. Enfin, moi, quand je suis arrivé dessinateur, des gens dessinaient sur ordinateur, mais on avait encore les planches à dessin. Et maintenant, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de planches à dessin. Cette matière-là, c'était... ouais. Pourtant, ouais, c'est quand même important de ne pas dématérialiser tout. On a besoin de toucher, de sentir, lire un bouquin. Pour moi, c'est impossible de le faire sur une tablette. C'est impossible. Parce que j'arrive pas à corner la page. On disait même qu'on faisait de la surqualité. Et c'est vrai qu'on continue, surtout M. Lachaud, continue à faire de la surqualité. Il met les centièmes dans le bois, donc c'est pas évident. Quand ça a séché ou ça a plein d'eau, c'est pas la même. Donc M. Lachaud ne mettait plus de centièmes, mettait des dixièmes. Tout marche. Oui, ça marche, mais bon. C'est dingue. Non, parce que les centièmes pendant 30 lui, ans. il fait le bois et moi je fais la lasure et la peinture derrière. Au bout de 2 ans de formation, donc à 17 ans, mon quotidien c'était un atelier pas très avenant, très bruyant, avec des odeurs de fumée, d'huile cramée, enfin de tout ça, quoi. Et les bras dans l'huile du matin au soir. Et pour couronner le tout, bien sûr, l'huile sur le corps, c'est pas toujours très, très agréable, mais il y avait le fameux trichloréthylène qui était là pour nous nettoyer. Et là, qu'avec le recul, on se rend compte que, ouais, il y avait beaucoup de choses à redire, quoi. Il y avait beaucoup de choses à redire. Ouais. Dans un contexte comme ça, on met pas longtemps à grandir. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je suis rentré à l'école, j'avais l'innocence presque de l'enfance, quoi. Je savais même pas où j'allais, hein. On me disait la Manu, je savais géographiquement où c'était, j'avais jamais mis les pieds. Mon père travaillant à la marque, c'est bien évidemment, la Manu c'était les autres, quoi. Bon, voilà. Et donc je ne connaissais pas du tout l'environnement. Mais c'est vrai que dans un contexte pareil, le travail est difficile, mais on n'est pas seul. Il y a une forme de solidarité ouvrière, prolétaire, quoi, prolétaire, ouais, qui est quelque chose comme un tatouage. Mais c'est vrai que cette vie collective, cette vie en groupe, de gens qui partagent le même quotidien, quoi, ça t'apprend à grandir, et c'est des valeurs qui sont en toi jusqu'à la mort, quoi. C'est sûr. J'étais tourneur, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, tourneur semi-automatique. Je faisais donc des séries à profusion. Et donc là, j'ai pas eu besoin de la faculté pour savoir ce que c'était que le taylorisme. Parcellisation du travail, tâches répétitives, absolument aucune connaissance
de l'ensemble dans lequel la pièce allait fonctionner. C'est-à-dire que moi je faisais de l'armement, mais au bout du bout, j'avais aucune notion de la pièce que je fabriquais. J'avais absolument aucune notion. J'avais un plan, je savais qu'il fallait que je fasse par exemple une pièce comme ça, mais je ne savais pas en quoi elle servait au cœur de l'appareil, du montage. Et ça, alors bien sûr, on a dans ces conditions-là, on a l'impression de perdre son temps, de ne pas se sentir utile, parce que le taylorisme, c'est aussi malheureusement une hiérarchie de plus en plus pesante. On est entouré de chefs, de petits chefs et de sous-petits chefs, avec des collègues, parce que c'est pareil, quelque chose qui m'a marqué, c'est des gens, des collègues qui avaient un parcours, disons, très avenant pour la hiérarchie, et puis qui devenaient, au comble de la promotion, chronométreurs. C'est-à-dire que voilà, ces gens-là arrivaient avec un chronomètre, chronométraient le temps d'usinage de la pièce, t'accordaient une fraction de seconde pour qu'au bout d'une heure tu puisses aller pisser gentiment. Hein, voilà. Donc voilà, c'était des ouvriers qui faisaient ce genre de travail. Ça c'est voilà. Moi j'ai vite compris, et puis bon. C'est vrai que malheureusement, la manufacture d'armes de Tulle, il y avait un rapport entre les productifs et les improductifs qui malheureusement a été très basculé, très favorablement vers les improductifs. C'est-à-dire que quand tu étais productif, eh bien, il fallait d'abord que tu gagnes ta paye, mais il fallait aussi que tu gagnes la paye des autres, quoi. Donc je veux dire par là que moi, je fais quand même 24 ans dans ces établissements, je suis resté toujours productif. Voilà. Et ça, c'est un peu ma fierté aussi. Moi, j'étais antimilitariste. Ce que je dis, à 17 ans, j'ai commencé à comprendre l'industrie, l'industrialisation. J'ai commencé à comprendre le rapport de force avec le syndicat. J'ai commencé à comprendre le monde dans lequel on se trouvait. Et j'ai commencé à comprendre aussi l'absurdité de la guerre, de l'armement. Et à l'époque où je vous parle, là, c'est-à-dire qu'on était dans les années 70, 73, 75, on était en pleine guerre froide, et là, l'armement, c'était même pas un problème. C'était l'armement, il fallait aller, voilà, la planète était gorgée, mais il fallait encore produire. Un jour, il y a une personne qui vient nous demander si on pouvait pas, mais il payait le gars, il aurait payé, c'était pas histoire de faire le boulot, il aurait payé en régie. Il avait un tracteur de collection, j'en parle parce que il fonctionne toujours, alors c'est peu dire. Il dit j'ai un tracteur c'était un Porsche monocylindre, il y avait une pompe à injection diesel bien sûr. Et cette pompe, le gel, là, il avait oublié de le vider, et il y avait un peu d'eau dedans, c'était cassé en deux. Ces pompes, elles étaient en fonte. Alors le mec dit, alors si vous ne pouvez pas essayer de la souder, alors Jacques Salès dit, regarde ça, si vous payez bien, on vous la soude. Bon, alors je dis à Jacques, on va bien voir, ne t'inquiète pas, on va y arriver. C'est quelqu'un qui était très fort. Effectivement, on a fait ce qu'il fallait. Et la pompe à injection, on l'a soudée, on l'a brasée. Et même pas eu besoin de repolir un peu l'intérieur pour que les pièces se montent impeccable. Et il fonctionne toujours. Pompe à injection. Avec à voir ce qu'on pouvait faire. Et puis les samedis matins aussi, il faut bien le dire ça. On faisait mais on venait de se faire samedi matin parce que le reste du temps on avait le boulot. On faisait
des séries d'olives pour aller à la pêche. On coulait les olives, on avait un moule, en plomb, on faisait le plomb, on récupérait tous les vieux tuyaux en plomb par là, et puis on faisait des olives, on faisait... Il y avait l'autorisation samedi matin Samedi matin, oui, oui. Oh ben, par la direction, ils disaient rien. Non, mais c'était, pour bien préciser que ce genre de choses, c'était aussi ça faisait partie, autorisé. Mais attention, on n'était pas payé. Hein. On était inscrits comme des travaillés, mais si on se faisait mal, pas de problème. Mais on n'était pas payé, on travaillait. C'est bien, quoi. Moi, ma spécialité, c'était... disons que j'avais acquis ça en faisant les trucs pour les néons, là, chez Roun. Je fermais les moules, c'est-à-dire que je suivais le moule jusqu'au moment où la pièce qui sortait de l'intérieur était bonne. Voilà. C'était ça mon boulot. Voilà. C'est passionnant, très passionnant. Ah oui, c'est sûr. C'est très intéressant. Moi, je me suis éclaté là. Et, au poste là où j'étais à l'affûtage, hein, je réparais les gourmettes et les boucles d'oreilles. Il y avait un petit chalumeau qui rentrait dans la main comme ça. Il y avait une petite flamme, 4 litres c'était 4 litres à l'heure il consommait. De gaz, t'as qu'à voir. Boucle d'oreille, pas de problème. J'en ai réparé, j'en ai refait. Les alliances. La grande ici d'ailleurs avait ce qu'il fallait pour les mettre à dimension. On avait fait ce qu'il fallait. Ah, ouais. J'étais chargé donc du développement de la mise en production et de la livraison des canons Rafale, des prototypes du canon Rafale qui est monté sur l'avion du même nom. Donc j'ai suivi toute la production pratiquement de tous les prototypes du canon Rafale. Uniquement en production. Toute la partie essai, moi je n'étais pas concerné. Donc ça c'était quand même un moment intéressant parce que c'était un développement d'une arme nouvelle, et puis pas n'importe laquelle quand même. C'était un canon qui tirait à 2500 coups à la minute, c'était une belle bête de mécanique. Donc voilà, j'ai eu ce moment intéressant. En octobre 83, et ils m'ont confié une mission. Ils m'ont dit voilà, on aurait besoin d'un service qualité-contrôle électronique qui n'existait pas. Et comme il y avait de plus en plus d'électronique sur les armes à l'époque, on m'a dit voilà, on vous demande de monter un service qualité électronique. C'était très difficile pour moi au début, mais on m'a laissé carte blanche pendant 6 mois. On m'a dit vous avez 6 mois pour préparer un dossier et monter ce service. Vous faites ce que vous voulez, vous allez vous promener dans toute la France, vous allez voir qui vous voulez. Dans 6 mois, on veut le rapport sur notre bureau. Bon. Et donc, pendant 6 mois, j'ai travaillé effectivement à élaborer ce rapport en allant chez des industriels privés, des industriels étatiques, pour voir un petit peu comment ils faisaient dans leur service qualité-contrôle électronique. Hein, je suis allé chez Thales à Brive, j'avais un ami qui était ingénieur là-bas qui m'a ouvert les portes. Les établissements étatiques de la marine que j'ai visités. Et puis au bout de 6 mois, j'ai établi mon rapport, je l'ai présenté à la direction, hein, voilà, il a été accepté, et donc j'ai monté ce service qualité électronique à la Manufacture nationale d'armes de Tulle. Ce sont des gens du bureau d'études qui m'ont accompagné pendant ces 5 ans dans ce service en fait. Avec des formations un peu particulières, mais pas très spécifiques quand même en fait. Voilà. Je me suis beaucoup appuyé sur ce qui se faisait à l'extérieur en fait. Voilà. Ce service, après mon départ d'ailleurs, a fonctionné jusqu'à la fermeture du GIAT en fait. Hein. J'ai eu des successeurs et ce service a très bien fonctionné en fait. Alors, moi n'étant pas un ancien de la manufacture, j'ai quand même été bien intégré à l'intérieur de cet établissement. Hein. J'y ai trouvé ma place, j'ai trouvé des gens remarquables, ça je dois le souligner, des rapports humains fabuleux, hein. Un savoir extraordinaire,
savoir extraordinaire dans cette manufacture d'armes. Par la suite, quand j'ai pris mes fonctions au SIAR, j'ai pu encore le vérifier chaque jour, il y avait un potentiel humain, technique, technologique extraordinaire, extraordinaire. C'était particulier quand même, hein, la gestion de personnel à la manufacture, c'était quand même très particulier par rapport à ce qu'on peut connaître dans le privé. En gros, on peut dire que, on peut le dire, il y avait 3 castes. Il y avait 3 castes de personnel. Vous aviez les ingénieurs militaires d'un côté, qui avaient les postes les plus importants, postes de direction, postes des grands services. Ensuite, il y avait tous ceux qui étaient passés par des écoles de l'armement, que ce soit des ouvriers professionnels, des techniciens, des TEF, hein, ce qu'on appelait les techniciens d'études et fabrication, qui étaient des fonctionnaires ou ouvriers d'État. Les ouvriers étaient ouvriers d'État et les autres étaient des fonctionnaires. Et puis, il y avait une 3e case, je dirais, de ceux qui sortaient pas des écoles de l'armement, hein, qui étaient rajoutés parce qu'on avait besoin de, je pense notamment aux ouvriers non professionnels, qu'on appelait les OS, les ouvriers spécialisés à l'époque, qui étaient souvent des paysans. Hein, des paysans ouvriers, c'est-à-dire qu'ils venaient travailler mais garder la ferme. Hein, il y avait beaucoup d'absentéisme au moment des champignons, il y avait beaucoup d'absentéisme au moment des foins. Donc il y avait quand même ces sortes de castes qui existaient. Et tout ça vivait bien. Tout ça vivait bien ensemble parce que tout le monde acceptait les règles, même si ce n'était pas toujours facile, parce que je pense à des collègues ingénieurs civils qui avaient une bonne formation, qui auraient pu espérer ou aspirer à avoir des postes à un peu plus de responsabilité. Ben, c'était pas facile pour eux, ça c'est clair. C'est clair que c'était pas facile pour eux. Voilà, donc mais c'est vrai qu'on leur disait pas obligatoirement quand ils rentraient dans l'armement en disant attention, il y a des castes, il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas accéder. Ce qu'on ne trouve pas dans le privé, ça. Parce que le mérite est mieux reconnu dans le privé. Je ne dis pas que les gens qui avaient des responsabilités n'avaient pas de mérite. On a eu aussi assisté à certains polytechniciens qui avaient des postes de management qui étaient incapables de manager. Parce que c'était en quelque sorte des sortes de professeurs nimbus, des gens qui avaient une tête comme ça, qu'il fallait laisser dans un laboratoire ou derrière pour faire des... Voilà, mais qui n'étaient pas faits pour manager. C'était un peu l'aberration du système, c'est qu'on confiait des fois des responsabilités à des gens qui n'avaient pas obligatoirement l'envergure. Bon, mais ça marchait quand même. Parce que bon an, mal an, après, c'est vrai que cette espèce de pulse de pièces différentes s'agglomérait, ça produisait un système qui marchait bien quand même. En 1973, je me suis retrouvé à Tulle. Alors, dans le commercial, et je m'occupais du canon de 20 en particulier, canon 20 mm, qui a été une des gloires de la manufacture, ça. Ils en ont vendu pas mal. Hein. Là, et là, alors, du commercial aux achats et vice-versa, j'ai navigué jusqu'à la retraite en 93. Les achats, alors là, il y a eu la transformation à l'époque. On a eu une personne, Delplanque, qui est arrivée pour réorganiser la manufacture. La manufacture, et alors là, ça a été
le bouquet. Il a fallu les achats groupés, tout plein de trucs nouveaux. Hein. Il a fallu mettre en route tout ça. Hein. Et puis, il a fallu s'y faire au système. C'était un nouveau système qui... on a essayé de regrouper tout ce qui était fonderie, tout ce qui était sous-traitance sur les lieux en l'occurrence de la manufacture. Et parce qu'à l'époque on sous-traitait quand même pas mal. Hein. Et la région de Brive par exemple, qui est une des beaucoup de petites entreprises, ont profité de la manufacture, effectivement. On profitait, on eu du travail en sous-traitance de la manufacture. Alors, la sous-traitance, c'était du travail d'usinage, c'était de la fonderie, c'était la fonderie, effectivement, parce qu'il faut dire que la manufacture était autonome au départ. Et ils avaient une fonderie, ils avaient tout, absolument. C'était vraiment un établissement autonome. Et là, au bout d'un certain temps, la fonderie a fermé. Il a fallu faire les pièces ailleurs. Et on a trouvé pas mal de gens, des petits fondeurs, de la région de Saint-Étienne, la région de Brive, la région de Clermont aussi. Et alors, en sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux d'usinage qu'on ne voulait plus faire à la manufacture parce qu'on n'était pas rentable. On les sous-traitait à de petites entreprises qui le faisaient à moindre prix. Effectivement, ils n'avaient pas les mêmes charges que la manufacture. C'était de second ordre. Le site de Tulle, quand même, là, a été choisi pour l'eau qui passait, parce que une des spécialités de Tulle, c'est les traitements thermiques. Et pour les traitements thermiques, effectivement, quand on usine une pièce, il y a un traitement après à faire subir aux pièces, et l'eau de la Céronne était propice pour ces traitements. J'ai travaillé à l'atelier 421 pendant une douzaine d'années, jusqu'en 2012. Et 2012, je suis parti prendre un peu d'air à Bar pendant 4 ans, à l'usine électrique de Bar. Alors au départ, c'était simplement pour faire un petit remplacement, un remplacement d'un collègue qui avait quelques soucis de santé, et puis ensuite il y a eu un départ. Alors j'y suis resté 4 ans. Alors à Bar, c'était tout à fait tout à fait différent comme boulot. C'était surveillance, petit entretien des machines, des turbines, et nettoyage et entretien extérieur le long du canal, au niveau du barrage, au niveau de la chambre d'eau. Voilà, donc il y avait pour s'occuper, surtout l'automne et en été, quand la végétation poussait. Mais à l'automne, la chute des feuilles, chute des fois de quelques branches, il y avait du boulot. Voilà. Le fonctionnement de l'usine, l'eau fait tourner les turbines, c'est assez simple, mais c'est tout ce qui est les droits d'eau, la gestion de l'eau, c'est un peu compliqué. Les autorisations, c'est pas si simple que ça. 2013, l'usine électrique de Bar, où je suis resté 4 ans, il y a eu des investissements de fait, l'automatisation, donc de 10 personnes qui étaient présentes sur le site, 3 personnes étaient suffisantes pour faire tourner l'usine, étant donné que ça s'était automatisé. Donc j'ai rejoint Nexter, Tulle, et là, Nexter, Tulle, quand je l'ai rejoint, plus question de revenir à l'usinage, puisque l'usinage, c'était lui, à peau de chagrin, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, c'était pas la peine, en 3-4 ans, ça avait complètement, pour dire, disparu. Donc j'ai été affecté au seul atelier, pour dire, qui restait, de production, atelier, traitement thermique, traitement de surface.
C'est là l'atelier qui, il y a donc 4 ans, avait le plus de production. Aujourd'hui, on m'a chargé d'étudier l'usinage par électroérosion de pièces spéciales, c'est-à-dire que c'était quelque chose de tout nouveau, c'est une technologie nouvelle, où l'utilisation de cette machine était particulière puisqu'elle permettait d'usiner par électroérosion des pièces dont la dureté était telle qu'on ne pouvait pas le réaliser par moyen conventionnel avec des outils coupants. Et pendant un an, je me suis occupé de cette installation. Puis, la manufacture de tulle a été chargée de récupérer, comme auparavant le bloc mécanisme BR, l'axe avant du char 13 tonnes AMX, qui a été réalisé à Roanne. Mais Roanne, à ce moment, lançait le char de 30 tonnes, donc ils avaient trop de charge. Donc on avait récupéré cet axe avant. Et j'ai été responsable de l'atelier de l'axe avant. Je suis resté pendant 3 ans dans cet atelier où à peu près on a remis 250-260 axes avant en état. Et de là, je suis revenu à l'atelier central, c'est-à-dire dans le secteur de la préparation. Et là où on m'avait confié quelque chose d'un petit peu particulier. Il fallait construire une machine pour alaiser les tubes de canon de 20 à 30 mm. Vous voyez les tubes de canon qui faisaient entre 1,90 m et 2,10 m, il fallait usiner l'intérieur de ces tubes. Donc à partir d'un banc de 9 mètres de long qu'on avait récupéré, j'ai construit une machine spéciale qui permettait d'alaiser en tirant les tubes de canon de 20 et 30 mm. J'y ai quand même passé presque un an et demi à construire cette machine. C'était l'époque où on commençait à apparaître les machines à commande numérique. C'était quand même une révolution. Hein. Il n'y avait plus de manivelle sur les machines, il y avait des boutons, des cadrans, Là, ça a été quand même un changement de décor à la manufacture, hein, qui n'a pas été si facile que ça parce qu'il y avait une main-d'œuvre très très riche, très manuelle à la manufacture. Et du jour au lendemain, leur dire vous allez travailler autrement. Alors au début, on a peut-être commis une erreur, d'ailleurs on avait voulu mettre les meilleurs ouvriers sur ces machines. Ça a été la bêtise de ne pas recommencer. Au contraire, il fallait mettre du personnel jeune, qui tout de suite s'est vite adapté et à qui ça plaisait. On était surtout, ces machines à commande numérique, ça a surtout démarré avec les fraiseuses. Et longtemps après, on s'est rendu compte que les tours à commande numérique seraient une sacrée avancée pour la manufacture. Alors j'ai eu une chance un petit peu à part. Il y avait un chef de production, là, un ingénieur militaire, qui m'avait pris un peu sous sa coupe et qui m'avait demandé de développer le tournage à commande numérique à la manufacture. Parce qu'on avait des fraiseuses à commande numérique, mais pas de tours. Alors je me suis lancé dans cette aventure. Je ne me suis pas que fait des amis, hein, parce qu'on avait l'habitude avec ces anciennes machines et tout. Et là, c'est vrai qu'on révolutionnait un peu le problème. Que ce soit le maniement de la machine, que ce soit les précisions obtenues, les cadences, bien sûr, de production qui n'avaient rien de comparable. Il y a eu du monde à dos, aussi bien de la maîtrise que des fois les syndicats. Mais enfin, on a réussi à se lancer dans cette aventure. Et à la fin, on avait autant presque de tours à commande numérique que de fraiseuses. Mais c'est là, après, qu'est venue cette fameuse cellule flexible. Ratenier était patron. Et j'avais le fils qui travaillait dans cette cellule flexible. Là, ça a été un petit peu le nec plus ultra parce que de voir ce parc de machines qui fonctionnait tout seul, qui était alimenté tout seul, qui se contrôlait,
Ils avaient même fait quelque chose, enfin, je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Ils travaillaient en 2-8 régulièrement. Et puis un jour, ils ont eu l'idée de faire tourner la machine, les machines, toutes seules la nuit. 100 personnes. Et ça a marché. Et à la canonnerie, donc tu as fait qu'un poste à la canonnerie? Ah, j'ai fait presque tous les postes. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, tu as fait quoi, du forage? Du début, du forage. Ouais. Après, j'ai fait même du rayage sur à la grande machine là. Oui, oui, oui. Eh ben, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le rayage? Le rayage, c'est la conduite de la balle dans le tube. Oui, c'est un peu ça. Le but du rayage, c'est de faire tourner l'obus pour le stabiliser sur sa trajectoire. C'est un phénomène gyroscopique. Ouais. Et donc, pour le faire, il faut que le couteau, à mesure qu'il avance dans le tube, il faut qu'il tourne. Donc, il faut tirer dessus et il faut le faire tourner. Pour le faire tourner, il faut qu'il tourne en hélice. Et c'est une came qui donne le mouvement de rayage. Oui, c'est du travail soigneux. Et il fallait le contrôler avec un endoscope. C'est-à-dire, c'est une espèce de tube avec une ampoule à la pointe. Oui, oui, oui. Et une lunette derrière qu'il fallait regarder. Il y avait des gens de grande qualité, hein, parce que sur certains postes de travail, les dresseurs de canons, c'est un truc qui a complètement disparu. C'était des gens qui avaient... personne ne pouvait les remplacer. C'était des gens... voilà, on dit les gens sont... Personne n'est irremplaçable, ben si, en l'occurrence, là, ces gens-là étaient irremplaçables. Avant de faire les premiers tubes en dressage, j'ai été pendant 6 mois en formation sur des rebus, c'est-à-dire des tubes qui étaient réformés, quoi, ce qu'il veut dire. Donc il y avait un moniteur à l'époque qui était M. Besset, qui était ancien dresseur, qui me tordait le tube, et puis il nous le redonnait, et puis il fallait qu'on le remodèle pour le mettre dans les 12 centièmes, comme je vous parlais tout à l'heure. Alors ça, je l'ai effectué pendant, je pense bien, pendant 6 mois au moins. Mon métier consistait à, après différentes opérations qui étaient effectuées sur les tubes, il y avait une déformation qui s'effectuait au niveau de l'âme du tube, et mon travail consistait à remettre le tube dans une rectitude. Par exemple, sur un tube comme ça, on avait une tolérance de 12 centièmes sur la longueur de ce tube. Donc les phases, il y avait plusieurs dressages dans la fabrication du tube. Pour une bonne raison, c'est que par exemple, après le forage de la maquette, il fallait faire un alésage donc, pour calibrer l'âme du tube. Et cette opération, par exemple, il s'opérait des déformations au niveau du tube. Donc notre travail consistait à remettre la rectitude sur la longueur du tube. Donc il y avait plusieurs phases de dressage, parce que, comment dire, bon, le dressage s'effectuait en 2 parties. On commençait toujours, quand on dressait un tube, on commençait dans la partie chambre. On faisait cette première partie. Donc le principe, c'était une presse hydraulique avec une boîte à lumière qu'on manipulait avec un câble. Et cette boîte à lumière nous permettait, quand on regardait notre tube intérieur, donc on ne voyait que 50% du tube, c'était la partie
enfin oui, 50% du tube, et on faisait apparaître dans le tube une image, on nous disait que c'était une image, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de langue de chat ou de flamme de bougie si on veut. Et le travail consistait, il fallait qu'on fasse tourner notre tube il ne fallait pas qu'il bouge bien sûr, qu'il fasse de va-et-vient sur la presse, et donc il fallait que l'image à l'intérieur de ce tube reste de forme constante et aille toujours à la même hauteur dans le tube. Donc une fois qu'on avait dressé cette première partie, on pivotait notre tube et on faisait la même opération côté bouche. Voilà. Et ces opérations de dressage étaient effectuées après divers usinages. Parce que bon, par exemple, il y avait des opérations de tour, parce qu'au départ, quand le tube était foré, il avait un diamètre beaucoup plus important, il était au stade de maquette. Donc après, il y avait des opérations de tour, et par exemple aussi, il y avait une opération de rectification, là. Donc il fallait que le tube soit le plus droit possible avant d'effectuer cette portée qui était un repère après dans la vie du tube. Donc il fallait avoir déjà une bonne vue, et puis après savoir apprécier aussi la pression qu'il fallait exercer sur le tube, parce que, comment dire, il ne fallait surtout pas exercer une pression trop forte, il ne fallait pas, comme on disait, couper l'âme du tube, c'est-à-dire couper la fibre du tube. Dans les années 80, je sais que j'étais à mon poste de dresseur à plein temps, toute la journée au poste de dressage, que vers les années vache maigre, employer le mot, on n'était pas à plein temps parce qu'il n'y avait pas assez de tubes en fabrication pour occuper une personne à temps plein au dressage. Donc c'est de là qu'on faisait du rodage. Je sais que je faisais du molletage par exemple. On faisait les opérations qu'il y a sur ce tube-là, on faisait diverses opérations. Au niveau du salaire, on était mieux payé qu'un ouvrier qui était rentré en même temps que moi, par exemple, mais qui faisait un travail de tournage ou de fraisage. La prime était beaucoup plus intéressante, on avait des primes d'huile, primes de poids, je sais. Et la prime, à l'époque, on a été à 30%, alors que je pense que le taux d'un ouvrier, c'était 25 à peu près 26. Donc il y avait quand même une attractivité au niveau du salaire. Ce qui n'empêchait pas qu'ils ne trouvaient pas de dresseur quand même. Bon, moi, honnêtement, j'ai passé quelques belles années au niveau de la caminerie, ça me plaisait bien. Et puis on était un groupe qu'on s'entendait très bien, donc ce qui n'est pas négligeable au niveau du travail. Les ans devient forgerons, laisse la reine repos, la lime sur le sillon, tout le canon, quand l'eau est de couler les chines. S'il est une musique au monde, on ne se lasse pas les hommes, c'est bien celle du canon qui gronde et de la poudre qui résonne, de l'arquebuse à la fusée. Les noirs tueurs dans l'innocence, vécu le progrès insensé, qui devient dangereuse science. Mais tant qu'existeront les tyrans, même si en toi tu le regrettes, tu devras nourrir tes enfants en fabriquant des mitraillettes.